Séquence 3, décrypter. Sujet 3, quand les solutions font débat. Dans les sujets précédents, nous avons vu les freins qui nous empêchent d'agir à l'échelle individuelle et à l'échelle de la société. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une controverse et comment se positionner face à elle. Interview. Faut-il laisser la nature reprendre ses droits en montagne ou lutter contre le boisement spontané ? Alors cette question est en effet très controversée et il faut la replacer dans son contexte. Dans les montagnes des Pyrénées, on est dans un contexte de déclin de l'élevage et de fermeture des milieux. C'est-à-dire que dans les zones qui ne sont plus pâturées par les troupeaux, ce sont les broussailles, les arbres qui reprennent le dessus. Jusqu'à présent, il y avait un certain consensus entre les acteurs locaux autour de l'idée qu'il fallait lutter contre cette fermeture des milieux, à la fois pour préserver un patrimoine culturel, pour maintenir des paysages attractifs pour le tourisme, mais aussi pour préserver la biodiversité spécifique de ces pâturages de montagne. Mais derrière ce consensus apparent, il y a toujours eu des acteurs qui considéraient que d'un point de vue de la biodiversité, de sa logique adaptative, il serait plus intéressant de laisser la nature reprendre ses droits. Et si ce point de vue a longtemps été tabou dans les arènes locales, il est aujourd'hui de plus en plus présent. Et donc, dans ce contexte, la lutte contre le changement climatique peut être vue comme un argument supplémentaire en faveur de se laisser faire. En effet, d'un point de vue purement bilan carbone, le déclin de l'élevage et l'accroissement naturel de la forêt, c'est plutôt positif. Mais évidemment, une telle politique de lutte contre le changement climatique serait vécue de façon très injuste par les acteurs locaux, et notamment par les éleveurs. Que pouvons-nous retenir de cette controverse ? Alors ça veut dire que pour être juste, une politique de lutte contre le changement climatique devrait être à la fois intégrée, c'est-à-dire tenir compte de la diversité des enjeux écologiques et sociaux, adaptée aux contextes locaux, et puis surtout concertée avec les acteurs des territoires. Question socialement vive et controverse, de quoi parle-t-on ? Alors, qu'est-ce qu'une question socialement vive et qu'est-ce qu'une controverse ? On sait actuellement que les questions socialement vives sont des objets d'étude particulièrement intéressants parce qu'ils nous confrontent à la complexité, à l'incertitude, à l'indétermination et qu'ils font l'objet d'une expertise dans laquelle les citoyens ont plus ou moins confiance et qui est mise en débat, notamment médiatiquement, et que ces débats portent sur différentes représentations du monde, qui articulent également différentes croyances, différentes visions du futur, de l'avenir, et que s'articulent également à cette différence de valeurs, de croyances, à des conflits d'intérêts qui sont particulièrement importants dans ces débats d'idées et d'arguments qui génèrent les controverses. Pour la question du changement climatique et de la préservation de l'environnement, se pose la question de la perception sociale des risques, les risques étant par ailleurs objectivés par des systèmes d'expertise comme le groupe intergouvernemental des experts du climat. Mais la perception des risques est lui-même objet de controverse et peut donc être une difficulté dans le traitement de ce genre de questions socialement vives. Et donc sur le dossier des changements climatiques et des risques environnementaux, c'est la perception de ces risques elle-même qui fait et qui génère un ensemble de discours controversés qui vont être publicités et discutés dans l'espace public. Interview. Comment gérer les controverses ? Alors je vais parler d'une étude récente menée à l'INRA et Bordeaux sur la réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin, un îlot de sable situé à l'embouchure du bassin d'Arcachon. Cet espace est très fréquenté en été, il attire également à longueur d'année des ostréiculteurs alors qu'il s'agit en même temps d'un espace refuge pour de nombreuses espèces protégées. Dans un contexte récent de refonte du plan de gestion de la réserve, tous les acteurs parties prenantes du territoire ont exprimé leur vision différenciée et parfois conflictuelle de ce qui serait une bonne gestion de la réserve. Ces controverses autour de la bonne régulation à mettre en œuvre mettent au jour non seulement des horizons normatifs différents sur le bon usage de la réserve ou encore sur la place de l'homme en son sein, mais révèlent aussi des discussions difficiles autour de la définition de seuils objectifs au-delà desquels une activité donnée pourra bel et bien être considérée comme nocive.
Quand en effet peut-on dire que commence la surfréquentation, quel usage commet le plus d'impact, qui peut fournir le plus d'efforts pour changer ses pratiques. Ainsi, souvent, les usagers demandent souvent des preuves du bien fondé des régulations qui les concernent et estiment parfois que l'effort qu'on leur demande est supérieur à leur impact environnemental supposé. Les difficultés à surmonter pour gérer une controverse. Alors, on a vu que dans le traitement politique de ces questions, et dans le traitement social et citoyen, il se pose une difficulté qui est la difficulté de l'engagement avec des freins psychosociaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Parmi les autres difficultés pour le traitement de ces questions, il y a une approche qui est liée certainement à la publicisation de ces questions, qui est le fait qu'on bipolarise les débats et qu'on a donc, par cette bipolarisation, tendance à les simplifier, ce qui nous fait sortir de la complexité qui est l'essence même de ces questions et qui mérite d'être prise en compte pour être résolue. La deuxième difficulté lorsqu'on traite ces questions socialement vives et ces controverses, c'est une tendance un peu fâcheuse à orienter les décisions vers les intérêts des uns et à ne pas prendre en compte les intérêts des autres. La troisième difficulté, c'est que pour gérer ces controverses et ces débats, ces questions socialement vives, on peut avoir une difficulté qui est celle de laisser le dossier entre les mains d'un binôme, qui est le binôme expert politique, et donc de conduire ce que l'on appelle une expertise technocratique, qui risque de passer à côté de préoccupations sociales, d'intérêts économiques, et donc qui finalement risque elle-même de simplifier le traitement du dossier. Et puis la quatrième difficulté, c'est qu'on peut avoir tendance à normaliser les comportements ou à orienter l'ensemble d'une société ou d'un groupe social vers des comportements qui n'auraient pas fait l'objet d'une discussion et d'une argumentation collective. Interview, comment surmonter ces difficultés ? Alors l'analyse du conflit à Arguin, en l'occurrence, montre qu'il est notamment nécessaire de réinstaurer le dialogue, souvent grippé par des dynamiques conflictuelles antérieures. Par ce biais, les objectifs sont notamment d'échanger sur les différentes visions des problèmes et des solutions, de justifier les règles et les mesures prises, de diffuser une culture écologique et juridique commune, et ce faisant de favoriser l'intercompréhension, si ce n'est permettre un retour de la confiance entre les acteurs. Idéalement, les normes environnementales devraient maintenir un effort de veille constant, de façon à rester proportionné entre efforts demandés et, si possible, impact avéré. Comment surmonter les difficultés pour décider ensemble ? Pour lever ces difficultés à l'engagement, ces freins psychosociaux, il semble assez important d'organiser des confrontations, assez pacifiées d'ailleurs, pour permettre aux diversités des points de vue de se rencontrer, de se confronter et essayer de voir la diversité des systèmes de valeurs qui sont en jeu et peut-être essayer de concilier ces différentes valeurs et ces différents intérêts en ayant toujours un objectif en tête qui est celui de la justice sociale et du bien commun. Une seconde idée importante dans l'organisation de ces confrontations entre différents points de vue, c'est de parier sur l'intelligence collective et donc de permettre d'imaginer ensemble, à plusieurs, une diversité de mondes possibles, souhaitables et acceptables pour le bien commun. Alors ça suppose donc d'avoir une forme de confiance dans l'intelligence collective et de parier sur le fait que chaque parole a de l'importance et qu'elle se fonde sur des logiques qui méritent d'être entendues et qui méritent d'être discutées sans en disqualifier certaines, par exemple en disant que ce point de vue-là n'est pas acceptable parce qu'il n'est pas expert. Tous les points de vue sont experts d'un point de vue citoyen et tous les points de vue méritent d'être entendus et d'être discutés collectivement. Qui implique-t-on ? Alors la question qui se pose souvent dans le traitement de ces controverses et de ces questions socialement vives, c'est qui invite-t-on dans la discussion ? Quels sont les acteurs qui peuvent apporter une contribution pertinente ? Je crois qu'il faut parier sur une diversité d'acteurs avec leurs intérêts, leur système de valeurs, leurs croyances, leurs connaissances à mettre en débat. Et puis surtout, des acteurs qu'on oublie souvent dans ce traitement qui sont les plus jeunes, qui ont des choses intéressantes à nous dire. Et j'y vois deux intérêts. Le premier, c'est que ça leur apprendrait la délibération,
Et donc ce serait pour eux une initiation aux politiques, une éducation aux politiques et à la démocratie. Et puis le deuxième intérêt que je vois, c'est que ce sont des acteurs qui ont, de par leur jeunesse, une approche assez créative de l'avenir et donc assez déchargée aussi d'un certain nombre de préjugés qui nous permettent ainsi de voir l'avenir de manière créative, innovant et certainement de nous orienter vers un avenir beaucoup plus désirable et fondé sur le bien commun et la justice sociale. Éléments à retenir. Ce qui me semble important à retenir sur ces questions de changement climatique, de préservation de l'environnement, c'est que nous avons affaire à des questions socialement vives. C'est-à-dire des questions qui sont à la fois complexes, incertaines, indéterminées, qui sont expertisées et donc politiquement sensibles et qui sont également l'objet d'un traitement médiatique qui peut conduire à polariser les débats et donc générer des controverses. La deuxième idée, c'est que les controverses sont générées parce qu'il existe des points de vue divergents sur ces questions et que ces points de vue divergents articulent à la fois des connaissances, des croyances, des savoirs, des intérêts qui peuvent rentrer en conflit. La troisième idée, c'est que pour que les réponses à ces questions soient acceptées, il faut qu'elles fassent le fruit d'un débat et d'une discussion qui soit contextualisée et co-construite. Et puis, quatrième idée, c'est que si on fait le pari de l'intelligence collective pour résoudre ces questions et répondre à ces questions controversées, ces questions socialement vives, eh bien, nous pouvons imaginer que la parole des plus jeunes est une parole qui a du sens et qui a de l'importance pour imaginer des avenirs durables, souhaitables et qui permettent de penser ensemble pour le bien commun face à un monde qui est particulièrement incertain.